Bonjour à toutes et tous. Il est midi, nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis Delphine Cochet, la cofondatrice de Ma Bonne Fée. J'ai le plaisir, bonjour. Voilà, il y en a qui ont déjà l'habitude du chat. Avant que je laisse la parole à Aline Nativel-Idamou, qui est notre psychologue clinicienne, spécialiste entre autres, la famille, des enfants, de l'adolescence, mais aussi sur des sujets même plus généraux, puisque c'est un sujet plus général aujourd'hui. Je voulais déjà vous rappeler le fonctionnement technique. Donc, vous avez commencé à nous dire bonjour dans le chat. Vous pouvez poser vos questions, interagir sur le chat en direct. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le chat, vous avez la partie questions pour poser vos questions en privé et je serai là pour modérer ces questions. Donc, n'hésitez pas, ce temps est un temps pour vous sur le thème du lâcher-prise au quotidien. Petite parenthèse, c'est un thème qui nous tenait à cœur, non seulement parce que ça a été un thème qui a été beaucoup remonté par vous, utilisateurs, utilisatrices, et aussi à l'intérieur de l'équipe Ma Bonne Fée, je tiens à le dire. Et en fait, c'est un thème qui, en ce moment, concerne tout le monde, qu'on soit chef d'entreprise, salarié, psychologue, on en parlera, Aline, qu'on soit parent, pas parent. En fait, c'est vraiment, il y a cet esprit du lâcher-prise en ce moment qui est très important. Donc, ça nous tenait à cœur de le mettre en place. Donc, on espère que ça vous apportera beaucoup de choses aujourd'hui. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Aline. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Aline, je suis psychologue clinicienne. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger ensemble sur cette notion de lâcher-prise. Alors, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions et même à nous aider à cibler un petit peu plus, justement, sur quoi vous avez des difficultés à lâcher prise. Est-ce que c'est sur votre rôle de parent? Est-ce que c'est par rapport à votre couple, votre travail, votre famille? Vraiment, l'essentiel, c'est que je puisse éventuellement répondre à vos questions d'une façon la plus personnalisée possible, même si ça reste toujours délicat vis-à-vis d'un webinar. Mais l'objectif, c'est qu'on arrive à se détendre ensemble sur un peu plus d'une demi-heure, 45 minutes. Voilà, donc moi, je suis là pour vous, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que le lâcher-prise, et puis surtout pour répondre à vos questions, tout simplement. Alors, juste une toute petite précision. Ma petite fille, Léonie, qui a 3 ans, a la varicelle. Elle l'a déclaré aujourd'hui, donc elle est à la maison. Alors, j'ai tout fait pour border le fait qu'elle ne débarque pas, mais vu qu'elle est très, très grognon, il y a peut-être une possibilité qu'elle arrive. Voilà. Mais comme ça, c'est pour vous montrer aussi l'exemple du lâcher-prise. Peut-être que vous irez en direct avec ma position professionnelle, ma position de maman. Voilà. Donc, alors, on va essayer de commencer. Donc, je vous apporte une petite partie théorique, mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas hésiter à interagir au maximum. Donc, le titre, c'est lâcher prise au quotidien. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est si facile que ça, de lâcher prise? Foncièrement, non, puisqu'on sait bien qu'on a tous des impératifs, on s'impose aussi quelques exigences, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que lâcher prise? Alors, vous avez la définition assez globale que je vous retranscris, c'est l'acceptation et l'adaptation au changement. Alors, c'est la capacité à voir la réalité telle qu'elle est. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué, puisqu'on sait qu'on peut être envahi par des émotions, par un contexte, par autrui aussi. Et le but, c'est aussi de ne pas se laisser dominer par une forme de réalité imaginaire, surtout avec une anticipation aussi très négative, un peu comme si on voulait tout contrôler, tout maîtriser, en fonction de ce qu'on avait prévu et de ce qu'on avait imaginé. Donc là, c'est quelque chose qui peut être compliqué dans la vie quotidienne, parce que tout maîtriser, tout contrôler, concrètement, c'est impossible et c'est très illusoire. Sauf que quelquefois, dans le domaine de la famille, de la parentalité ou même du travail, on peut ressentir une forme de pression justement sur ce lâcher-prise qui n'est pas toujours valorisé aussi, ni même autorisé. Donc très souvent, les thématiques de vie dans lesquelles on a plus de mal à lâcher prise, ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être la parentalité. En tout cas, c'est ce qui ressort très souvent en consultation chez un psychologue. Et puis, oui, Delphine, allez-y, n'hésitez pas. Alors, j'avais justement une petite question si ça vous va, Aline, oui. C'était pour nos participants qui sont avec nous. Alors, ceux qui seraient en mesure de partager dans le chat de manière publique, aujourd'hui, quelles sont vos attentes sur ce côté du lâcher-prise?
est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous vous dites ça, il faut que j'arrive à lâcher prise? Allez-y, partagez soit dans le chat, soit encore une fois dans les questions en privé. Ça nous est, encore une fois, l'idée, c'est vraiment que cet atelier vous soit personnalisé. Donc, lâchez-vous. Allez-y, lâchez prise sur le sujet. Que ce soit sur toutes les thématiques, hein, le couple, la famille, la parentalité, le travail. On va essayer d'échanger ensemble dessus, puisque je rebondis sur le fait que lâcher prise, c'est aussi prendre de la distance avec ce qui pourrait nous faire mal, nous tourmenter, nous empêcher d'avancer, nous sentir sereins. Puisque lâcher prise, logiquement, c'est le premier élément pour être dans une forme de sérénité et d'épanouissement. Et quelquefois, on a l'impression que si on maîtrise tout, on contrôle tout, et ben on sera serein. Ce qui est malheureusement l'inverse, concrètement. Alors, je vois Stéphanie, arrêtez de me sentir une parfaite mère. Alors ça, c'est aussi dans l'air du temps. Les mamans et les papas ne sont pas forcément très aidés par cette grosse thématique de l'hyperparentalité. En tant que maman, moi, le conseil vraiment que je donne, c'est lâcher prise sur vos exigences, parce que très souvent, c'est vous-même qui vous imposez quelques exigences qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, c'est faire une sorte d'auto-évaluation parentale sur ce que vous attendez de vous en tant que parent, ce que vous attendez aussi de votre partenaire éducatif, mais aussi les attentes que vous portez sur votre enfant. Et logiquement, on arrive à faire du tri et on arrive à prendre du recul sur l'essentiel. En fait, le lâcher-prise, c'est aussi se centrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant que maman, je pourrais me sentir bien dans ce rôle sans avoir l'impression de culpabiliser à outrance ou même d'avoir honte de certains comportements que je pourrais avoir vis-à-vis de mon enfant. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit tout simplement de ne pas être dans cette perfection absolue. De toute façon, votre enfant, c'est pas ce qu'il attend de vous. Lui, il veut aussi voir vos zones de vulnérabilité, vos failles, j'ose le dire, pour aussi lui accepter les siennes et s'autoriser éventuellement à vous parler justement de ce qu'il ressent dans sa vie d'enfant, tout simplement. Après, je vois aussi tout ce qui est en lien avec le travail, notamment les refus, les échecs. Alors ça, c'est aussi très compliqué. Il faut prendre un petit peu de distance sur tous les éléments qu'on ne peut pas contrôler. Et juste après, logiquement, j'ai trouvé un dessin qui parle assez bien de ce qu'on peut avoir l'impression de pouvoir contrôler et ce qu'on ne peut pas vraiment objectivement contrôler. Je vais essayer de vous le retrouver tout de suite. Comme ça va vous parler tout de suite. Voilà, je trouve que ce dessin est plutôt bien fait. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai trouvé sur Internet. Il résume assez bien qu'est-ce que c'est que le lâcher prise et le contrôle. Donc, vous avez effectivement tout ce que vous pouvez éventuellement contrôler. C'est à la fois vos idées, vos paroles, vos décisions et vos réactions. Si dans le travail, vous avez effectivement un refus face à une mission, face à, je sais pas, l'apport d'un projet, c'est votre réaction qui va être décisive par rapport à ce refus. Et puis, tout ce qu'on peut aussi éventuellement contrôler, c'est nos engagements et nos comportements. Alors, vous allez me dire, c'est pas si facile que ça quand même de contrôler ses comportements. Mais ce qui va vous aider vraiment à mieux contrôler vos comportements, c'est aussi la gestion de vos émotions. Les émotions, il faut aussi accepter de les accueillir. Et vous verrez que quand on accepte mieux ces émotions, ça a un effet à la fois sur votre psychisme, mais à la fois sur votre corps. Parce que le lâcher-prise, on a tendance à l'oublier, mais c'est à la fois votre psyché, donc votre psychologie, mais aussi votre corps, qui lui aussi parle malgré tout ça. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, regardez le petit dessin, je ne sais pas, j'attends vos réactions sur ce petit dessin, sur le « je ne peux pas contrôler » et « je peux contrôler ». Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Ça serait bien qu'on puisse interagir de cette façon-là. Alors, j'avais aussi, je vais en profiter en attendant que tout le monde réagisse, dans les questions en off. Alors, une personne qui a des attentes autour du lâcher-prise sur des pensées relatives à son passé. Donc là, je suppose que ça va être qu'est-ce qui est inclus dans le passé? Est-ce qu'il y a des choses qui dépendent de soi ou des autres? Et là-dessus, vous allez… Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est l'histoire de vie. Alors, les pensées qui reviennent, elles sont de quelle nature? Est-ce qu'elles ont tendance à être plutôt positives ou négatives? Alors là, il est question du deuil. Le deuil, c'est pas forcément quelque chose, juste la mort de quelqu'un. Le deuil, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la perte, ou c'est aussi en lien avec un trauma, voire plusieurs traumas possibles, qui n'ont pas été assez éventuellement travaillés,
Donc le conseil sur les pensées d'avant, très souvent, c'est essayer de prendre du recul sur ces pensées, de quelle nature elles sont. Est-ce qu'elles amènent chez moi des formes de peur et d'angoisse qui ne sont pas forcément justifiées dans l'ici et maintenant? Et puis le conseil, vraiment, si ces pensées sont trop envahissantes, il faut pouvoir oser travailler son histoire de vie et donc trouver des personnes ressources, alors, soit des professionnels, soit effectivement aussi de votre entourage, qui pourront éventuellement vous aider à alléger cette forme de charge mentale que vous imposez vis-à-vis de votre passé. Puisqu'il ne faut pas qu'elle constitue un handicap. Le passé fait aussi la personne que vous êtes actuellement. Toutefois, elle peut aussi amener quelques formes de barrières que vous pourriez éventuellement éradiquer, tout simplement, et être plus serein sur l'ici et maintenant. Alors, je vois qu'il y avait quelque chose d'autre en lien avec l'hypersensibilité. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir accepter, l'hypersensibilité, même si ça n'a pas forcément une mauvaise... Alors, si ça n'a pas forcément quelque chose de très positif dans la société actuelle, parce que l'hypersensibilité, c'est tout de suite perçu comme quelque chose en lien avec la vulnérabilité, et quelqu'un qui peut être très débordant dans ses émotions. Alors que c'est une force, l'hypersensibilité. Il faut juste pouvoir effectivement la manier, la gérer au quotidien et dans les différents domaines de vie. Et puis, c'est aussi accepter les traits de sa personnalité et montrer que l'hypersensibilité, il faut aussi oser assumer cette caractéristique et montrer effectivement que c'est quelque chose de positif dans le quotidien, dans la relation aux autres, mais aussi dans ses engagements et dans ses comportements. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir porter et il faut éventuellement enlever cette image de vulnérabilité excessive en lien avec l'hypersensibilité, puisque ça peut aussi être gage de qualité dans vos comportements et dans vos attitudes au quotidien. Alors, je regarde, je relis s'il y a autre chose qui est ressorti dans vos commentaires. Par si Delphine, peut-être vous avez une question off. Il y avait aussi une question sur la partie travail. C'est lâcher prise quand son ou sa collègue, enfin les attentes exactes par rapport au travail de ses collègues. Comment on lâche prise sur ce qui ne dépend pas de nous, du rendu de ses collègues. Alors ça, c'est une thématique qui revient très souvent dans la psychologie du travail, hein, de toute façon. Donc, c'est comment je réagis face aux attitudes de mes collègues. Alors, la phrase un petit peu généraliste, c'est il faut que ça reste effectivement, entre guillemets, qu'un travail. Alors, ça dépend effectivement du travail que vous exercez, ça dépend de l'équipe qui vous accompagne aussi. Et puis, la phrase un peu toute bête, c'est on ne choisit pas ses collègues. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effectivement maîtriser. Et puis, c'est très délicat au niveau relationnel, quelquefois, d'aller parler à son collègue sur des thématiques particulières comme je ne comprends pas la façon dont tu travailles, je ne comprends pas tes réactions vis-à-vis de moi, je n'arrive pas tout simplement à travailler avec toi. Ça, c'est quand même très compliqué. C'est aussi pour ça que très souvent, le conseil, c'est de faire le point avec d'autres collègues aussi sur la perception qu'on peut avoir du travail de ce fameux collègue, parce que quelquefois, on peut être aussi envahi par des pensées négatives ou aussi par des interprétations négatives du travail de l'autre. Et puis, quelquefois, c'est aussi se diriger vers son cadre supérieur pour avoir aussi du recul. Et puis, l'autre étape, c'est oser aller en discuter avec lui. Alors, c'est pas toujours évident, parce que ça dépend aussi de la personnalité du collègue et de la vôtre. Mais en soi, ce qui arrive très souvent, c'est quand on n'arrive pas à verbaliser sur son lieu de travail, ça a des conséquences dans sa vie privée. Et finalement, on s'aperçoit qu'on va décharger ce qu'on n'arrive pas à dire ou à faire au travail, ou vis-à-vis d'un collègue. Et puis, très souvent, c'est votre famille, c'est vos enfants, c'est votre partenaire de vie qui en paye un peu les pots cassés. Donc, logiquement, votre collègue, malheureusement, vous ne pouvez pas le maîtriser dans son entièreté, vous ne pourrez jamais le faire. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est amener une forme de diplomatie relationnelle pour oser dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et que comment on arrive à travailler ensemble. Toujours sur un versus très positif. Hein. C'est difficile d'avoir un discours positif parce qu'on a tendance au quotidien à avoir effectivement un discours empreint de négativité. Parce que tout de suite, on repère les choses qui ne vont pas. Et tout de suite, il y a une forme d'attaque envers l'autre. Alors que globalement, on pourrait aussi, dans la stratégie de communication, plutôt valoriser déjà ce qui va, et puis après, pouvoir oser parler des choses qui vont moins bien, voire qui ne vont pas du tout.
Alors, c'est un petit peu lié, on a plusieurs questions aussi, mais au pire, de toute façon, on pourra y répondre au fur et à mesure des slides, qui est autour de lâcher prise sur l'influence de l'humeur des autres. Donc, on a parlé des collègues, il y a aussi de son conjoint, enfin, en tout cas, de ceux qui sont dans notre environnement proche. Comment on fait pour ne pas se laisser influencer et, entre guillemets, tirer vers le bas Alors ça, c'est assez difficile, hein, concrètement. Alors, tout dépend de la personne, entre guillemets, qui va vous influencer émotionnellement. Parce que l'humeur, c'est les émotions, concrètement. Donc, ce qui fait que tout dépend de la personne avec qui vous êtes en lien. La difficulté, c'est qu'on a, comme je l'ai dit, on a peu souvent l'habitude de déclarer « je ne vais pas bien, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens frustrée ». Donc souvent, le conseil, hein, que ce soit dans une dynamique de couple, de famille ou même au travail, hein, ce qui se fait de plus en plus, c'est d'oser dire une forme de météo des émotions. C'est vraiment le truc, même au travail, il y en a plus qui le font. qui marche d'ailleurs avec les enfants. On en parle souvent pour les enfants, mais peut-être pas assez pour nous-mêmes déjà. Oui, alors souvent, ça, maintenant pour les enfants, c'est quelque chose qui est assez ancré. Mais le problème, c'est que les adultes qui proposent ça aux enfants ne le font même pas pour eux-mêmes. Et quelquefois, il y a des adultes qui ont du mal à identifier leurs émotions. Et et là, c'est le corps qui va parler, justement. Et qui va montrer, je ne suis pas bien, je me mets en retrait, j'ai une défaite. Alors que dire simplement, j'ai passé une mauvaise nuit, par exemple, parce que mon enfant était malade. Là, ce matin, j'arrive, je suis un petit peu moins motivée. Ce qui fait que ça, vraiment au travail, hein, c'est ce qui se fait de plus en plus dans les équipes de management, mais même dans un couple, hein, c'est un conseil important, c'est de dire, on se lève le matin, ou dans une réunion d'équipe, comment vous vous sentez aujourd'hui? C'est quoi l'humeur qui ressort le plus, là, tout de suite, maintenant? Et ça permet justement, quand on a cet indicateur-là, de se dire, tiens, mon collègue, là, aujourd'hui, il a une tête défaite, il est un peu triste, je vais avoir, moi, une adaptation intuitive, et je vais peut-être faire très attention aujourd'hui parce que je vois que ce matin, mon collègue a osé dire « je suis triste ». Donc, je vais avoir une attitude plus ou moins empathique vis-à-vis de lui, ce qui fait que moi aussi, ça va me décharger et je ne vais pas forcément me mettre dans des situations conflictuelles avec lui ou inadaptées parce que je sais quelle est l'émotion dominante pour lui aujourd'hui. C'est pareil dans le couple. Donc ça, c'est de la communication, on appelle ça la communication bienveillante et positive, qu'il faut oser dire. Et quelquefois, il y en a qui vont vous dire « mais j'ai pas besoin de te dire, ça se voit bien que je vais pas bien ». Oui, mais concrètement, est-ce que tu peux me dire en 2-3 mots ce qui va ou ce qui ne va pas? Comme ça, moi, je pourrais éventuellement m'adapter au mieux pour toi. Et effectivement, l'adaptation, c'est aussi... Alors, ne pas se laisser influencer, c'est quand même compliqué parce que ça fait partie d'une atmosphère. Alors, le conseil, très souvent, c'est d'essayer, tout dépend de l'émotion, hein, verbalisée par l'autre, mais d'apporter des formes d'aide, si on peut aider cette personne, mais à un moment donné, il faut aussi prendre du recul et s'apercevoir que là, je ne me sens pas, entre guillemets, capable de l'accompagner dans cette émotion qui est négative, parce que souvent, c'est plutôt les émotions négatives qu'on a du mal à gérer. Je me mets en retrait, tout en disant à l'autre que je reste disponible s'il a besoin. Ça, c'est quelque chose, quelquefois, on a du mal à faire parce qu'il y a une forme de culpabilité, de honte, à se dire, je l'abandonne, je fais pas attention à lui. Mais finalement, non, entre guillemets, vous êtes en train de prendre soin des deux personnes en même temps, à la fois de vous et de l'autre, parce que l'autre sait que vous êtes là en cas de besoin, et que c'est déjà très rassurant de savoir qu'on a quelqu'un près de soi s'il y a quelque chose. Et en même temps, il y a une forme de décharge, parce que si l'autre ne vous interpelle pas, il y a ce phénomène de recul, à dire, je vais quand même, il sait que je suis là, s'il a besoin, il viendra. En même temps, je garde une petite part de vigilance quand même, histoire de voir comment ça évolue au fur et à mesure de sa journée. Et puis, je me rends disponible. Mais c'est difficile de ne pas être influencé par une ambiance ou par l'humeur dominante d'un groupe. On va être très clair. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on arrive éventuellement à transformer ça par nos actes, par nos paroles, par nos comportements. Et pour terminer, une dernière question qui, je pense, dans les images rentre bien, c'est justement lâcher prise sur la morosité ambiante avec un contexte parfois assez anxiogène et instable, on peut le dire. On peut clairement je pense que là, on a la réponse avec ce beau dessin. Oui, c'est le dessin, je trouve, résume assez bien par rapport à ce qu'on vit au niveau de la crise sanitaire, économique, globale, hein, qu'on vit, nous, en France et au niveau mondial. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il faut essayer de voir cette situation d'une façon positive.
dans le sens où il y a quand même beaucoup de personnes qui ont, entre guillemets, j'ose le dire, grâce à cette forme d'instabilité, se sont aperçus qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler, et que quelquefois ça fait du bien justement de vivre dans l'ici et maintenant. Et alors ça peut être plus ou moins angoissant selon nos situations, bien sûr. Par exemple, si on rentre dans les profils à risque par rapport au coronavirus, mais en soi, c'est quelque chose qui nous a permis, moi je trouve, et là je parle peut-être pour moi, mais même dans ma pratique au quotidien, ou même moi je le vois dans des séances adultes, où les adultes vous disent clairement, finalement, j'ai arrêté de tout prévoir à l'avance. Je vis plus le temps avec mon couple, je vis plus de temps avec mes enfants dans le présent. Et finalement, ça me décharge, mais j'ai une forme de mieux-être concrètement parce que là, je vis l'instant présent et ça fait du bien. Et j'ai envie de vous dire qu'il faut peut-être le voir comme ça, ce fameux cocovirus, en vous disant, je dis cocovirus, pardon, parce que j'ai l'habitude, je travaille beaucoup avec les enfants, euh, qui effectivement, bon, c'est quelque chose de grave en soi, qui déstabilise beaucoup de personnes. Effectivement, ça touche la santé, donc ça peut faire peur, hein, en lien avec la mort, la santé, la maladie, le corps. Mais en soi, vous dire que qu'est-ce que je peux en faire justement de positif dans ma vie au quotidien, dans ma vie au travail, dans mon couple, dans ma famille, par rapport à cette situation où on avance au fur et à mesure des jours et que ce qui a été prévu mardi pourra être défait vendredi parce qu'il y a des nouvelles informations. Voilà, donc c'est aussi cette capacité à se dire j'optimise, je positive et je m'adapte aussi. C'est une question d'adaptation positive. Je renchaîne pas parce que j'avais prévu telle chose et puis finalement c'est pas possible. Ça permet aussi d'élargir entre guillemets vos potentiels d'adaptation. On a beaucoup parlé des fêtes de fin d'année par exemple, où tout le monde, on a tous besoin d'être ensemble, partager avec nos proches. Et finalement, il a dû quand même avoir une réflexion sur l'adaptation, sur le nombre de personnes, sur les voyages, sur les moyens de transport, etc. Et finalement, c'est essayer justement par rapport à cette crise sanitaire de prendre du recul et d'accepter aussi qu'on n'ait pas toutes les informations et que ça peut bouger. Et ça peut être compliqué parce que c'est aussi rassurant, c'est sécurisant de se dire que tiens, pendant 15 jours, on sait comment ça va se passer. Mais même pour 15 jours, quelquefois, il y a des personnes qui se disent 15 jours, c'est rien dans une vie, moi je veux voir plus loin. Et concrètement, moi, il y a certains patients, je me dis mais à quoi ça sert? À quoi ça vous sert de savoir ce qui va se passer dans 6 mois? Bah oui, mais au moins je peux anticiper, je peux avoir une forme de pouvoir, de contrôle sur les choses. Je leur dis toujours avec un peu de recul, ok, vous pouvez vous préparer un scénario. Mais quand on décortique votre scénario, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup d'éléments dits négatifs. Il y a beaucoup d'anticipation négative dans votre scénario de vie. Alors que finalement, si vous preniez un petit peu plus de recul sur l'ici et maintenant, ce qui est possible de faire dans 2-3 jours, une semaine, ça vous aidera à vous sentir un peu plus serein. En tout cas, par rapport à la crise sanitaire qu'on vit, je pense que tout le monde est touché à différents niveaux, que ce soit professionnel, la famille, les enfants, le couple aussi. Hein, tous les domaines de vie sont touchés. C'est aussi important de dire que vous avez aussi des peurs. Hein. C'est important toujours de verbaliser certaines choses. Et des fois, rien que le fait de le verbaliser, ça permet de prendre du recul et de dire mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, finalement, ça, plus ça, plus ça, oui, je comprends pourquoi je cogite trop, pourquoi même dans mes comportements sont influencés par quelque chose de très négatif, alors que finalement, si je m'étais laissé un peu plus porter, si j'avais fait confiance à tel professionnel, à tel membre de ma famille ou à tel collègue, finalement, ça serait peut-être pas passé comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui disent, finalement, je me triture le cerveau, puis quand la situation se passe, je me dis, mais pourquoi j'ai eu autant d'angoisse, de peur et d'anticipation, alors que finalement, ça s'est plutôt bien déroulé, même mieux, vraiment, vraiment beaucoup mieux de ce que moi j'avais anticipé. Et ça, c'est propre à l'être humain. Il y a quand même cette facilité à anticiper sur le côté très négatif. Mais ça, c'est avec des peurs très, très ancrées, hein, qui sont aussi en lien avec tout ce qu'on vit au niveau sociétal. Donc ça, si relâcher la pression sur le fait, c'est normal d'avoir peur. Maintenant, il ne faut pas que cette peur, elle soit débordante ou ces peurs soient débordantes. Il faut réussir à un moment donné à les objectiver au maximum pour avancer le plus sereinement possible. Mais en soi, avoir peur, c'est aussi très normal.
Est-ce que Delphine, vous vouliez encore interagir sur quelque chose? Non, là, je crois qu'on a fait le tour des questions, mais n'hésitez pas tous à continuer à poser vos questions au fur et à mesure. Je vous laisse Alors, reprendre. je vois aussi, alors je me permets de rebondir sur les commentaires, donc je cogite beaucoup trop, surtout avant de dormir. Alors ça, clairement, ça s'appelle des ruminations mentales. Donc les ruminations mentales, elles deviennent, on appelle ça en psycho, rumination mentale. C'est des pensées qui sont obsédantes, excessives et sur un pan toujours très négatif. La normalité, c'est avant de dormir, c'est très banal de repenser un peu à sa journée et d'anticiper le lendemain. Sauf que si ça déborde plus de 15 minutes, là, on peut amener le terme rumination mentale. Les troubles de l'endormissement, ils sont aussi grandissants par rapport à la situation qu'on vit tous. Donc, c'est aussi quelque chose qui est normalisé. Maintenant, effectivement, sur certains outils que je vous proposais, il y a aussi des outils en lien avec la méditation. Donc, après, ça aussi, il faut adhérer à la méditation. Tout le monde n'est pas toujours très à l'aise avec tout ce qui est en lien avec la détente corporelle, mais pour être dans une forme de sérénité, il ne faut pas oublier son corps. Il faut juste essayer de trouver ce qui peut vous faire du bien, vous, au niveau corporel. Donc la méditation, la sophrologie, ça peut être de l'écoute musicale, ça peut être aussi des livres. Hein. Il faut trouver quelque chose qui va en tout cas vous aider à lâcher prise. Alors, je vais essayer effectivement de poursuivre avec le petit PowerPoint que je vous avais mis. Donc, concrètement, on va essayer d'aller directement sur les petits conseils. C'est arrêter de tout contrôler et se débarrasser du stress. Alors, vous allez me dire, oui, bon, ça c'est une phrase un peu bateau, c'est pas si facile que ça. La première chose, c'est d'essayer d'évaluer son stress. Le stress, c'est normal, hein, c'est quelque chose, c'est une réaction adaptative à ce qu'on vit au quotidien. Maintenant, c'est une question aussi d'adaptation et de pourquoi je veux essayer de contrôler tout ce qui se passe. Est-ce que parce que vous avez un tempérament anxieux ou est-ce que parce que vous avez vécu des choses qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez une forme de culpabilité à ne pas avoir essayé d'anticiper les choses? Pareil, il faut aussi accepter tous ces éléments un peu incontrôlables et les conséquences aussi que ça peut avoir sur votre vie. Mais on sait très bien que la résilience, chaque être humain est capable de l'avoir. La résilience, c'est la capacité à rebondir. Ça, c'est des événements de vie qui sont plus ou moins négatifs. Donc ça, c'est une chose importante. Pour agir concrètement sur le lâcher-prise, c'est aussi identifier ses limites. Ça, c'est quelque chose de très important que certains adultes ont beaucoup de mal à identifier. C'est quelles sont mes limites concrètement? Quelles sont les choses que j'arrive à faire, que j'arrive à moins bien faire, ou même qui me mettent mal à l'aise et dans lesquelles je sors d'une zone de confort qui produit chez moi de la peur ou de l'anxiété. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi à déterminer, puisque quelquefois, quand on va au-delà de ses limites, forcément, c'est générateur de stress. Donc ça, c'est pas très aidant. Et puis surtout, ça amène aussi beaucoup de charge mentale, comportementale, qui n'est pas forcément nécessaire dans votre quotidien. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est de se faire confiance. C'est aussi accepter ce que l'on est dans toutes ses formes. Prenez l'exemple de l'hypersensibilité tout à l'heure, mais c'est accepter aussi quelquefois qu'on ait aussi un tempérament anxieux. Mais qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour essayer de l'alléger? Parce qu'à un moment donné, ça peut devenir un handicap, mais ça peut aussi devenir un handicap pour moi, parce qu'il y a trop d'exigences qui sont portées sur moi, mais aussi sur les autres. Donc ça peut avoir des conséquences relationnelles importantes. Donc l'objectif, c'est aussi de vous accepter tel que vous êtes, sans vous surestimer, ni vous sous-estimer dans votre quotidien et dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le rôle de parent, dans votre couple, au travail ou même dans votre famille. J'essaye de lire en même temps ce que vous avez noté. C'est des petits échanges autour de la méditation, donc qui confortent ce que vous disiez. Oui. Alors après, c'est pareil, hein, tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé des émotions, donc ça c'est pareil, les adultes, je vous invite fortement à bien identifier vos émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être triste? Comment ça se met en place chez vous? Quelles sont vos réactions, par exemple? Pour justement, parce que dès qu'il va y avoir une réaction, une émotion de tristesse, vous allez avoir effectivement des éléments de comportement en lien avec la tristesse, à la fois psychologique, mais à la fois comportementale, mais aussi corporelle. Donc ça, c'est important de pouvoir identifier vos émotions. Osez aussi les laisser vivre, ces émotions-là, parce que très souvent, les personnes qui sont dans une forme de maîtrise et de contrôle ne laissent pas vivre les émotions. D'où à un moment donné un effondrement, un écroulement, et pas du tout une forme de sérénité, en tout cas une sérénité qui est feinte, qui n'est pas authentique, puisqu'à un moment donné, la personne va forcément s'écrouler, de toute manière. Vous avez aussi le droit de vous tromper, de surréagir, mais en même temps, il faut arrêter de s'auto-flageller, c'est-à-dire qu'on a aussi souvent tendance
nous les adultes, à déjà se dévaloriser d'une façon importante dans différents domaines de vie, avec ce caractère un petit peu de recherche de perfection, ou en tout cas c'est souvent en lien avec votre histoire de vie, cette recherche de perfection, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais on veut attirer le regard de quelqu'un en particulier, on veut effectivement aussi avoir des compliments d'une certaine personne. En tout cas, c'est souvent en lien, ces formes d'exigence qu'on a envers soi-même, c'est très très souvent en lien avec votre histoire de vie, concrètement. Donc ça aussi, il faut pouvoir faire le point. Et puis, vous avez effectivement de bien différencier vos différents domaines de vie. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vraiment important de vous dire, quand je suis au travail, parce que le travail va générer effectivement certaines émotions, certaines formes de stress, et que très souvent, ce qui est conseillé, c'est, si sur votre trajet de retour, ou en tout cas de finir ce qu'il y a à finir au travail. Alors vous allez me dire, avec le confinement, le télétravail, c'est un peu compliqué de tout scinder, mais l'objectif, c'est même si vous travaillez chez vous, il faut que vous réussissiez à délimiter, déjà, on va dire un peu ergonomiquement, donc géographiquement, vos lieux de travail, les missions aussi, qu'après, si vous avez un bureau, vous sortez de votre bureau, et là, c'est votre autre domaine de vie, plutôt la famille ou le couple, qui prend le dessus. Et puis, j'insiste vraiment sur cette séparation impossible entre votre corps et votre esprit. D'où le fait que très souvent, pour vivre dans l'ici et maintenant, et pour accéder à une forme de sérénité, il faut allier des formes de ressources corporelles et psychologiques pour vous sentir mieux. Donc ça, c'est vraiment très important, puisque votre corps, très très souvent, c'est lui qui va vous mettre en alerte. Ça va être les maux de tête, les maux de ventre, ça va être les épaules. Enfin, en tout cas, il va y avoir quelque chose des tensions, et très souvent, c'est des tensions qui vont se multiplier, que l'adulte a tendance à ne pas vouloir écouter, et qui, à un moment donné, vont avoir des fortes répercussions, parce que quand on ne se sent pas bien corporellement, la psyché qui va pas très bien déjà, éventuellement, plus le corps, font que là, vous allez avoir un bondissement de vos troubles du comportement, des troubles de l'humeur, et là, ça va pas être bon pour vous, ni pour les autres, que ce soit au travail, dans votre famille ou dans votre couple, de toute façon. C'est pour ça que concrètement, il y a plusieurs petites formes de choses qui existent. Alors, souvent, on n'arrive pas à être serein parce qu'on a beaucoup de pensées. Alors, ça peut être des pensées souvent très diverses, mais on va dire que très souvent, elles sont quand même négatives. On appelle ça une forme de pollution de pensée. Souvent, ce qui est recommandé, c'est des formes de conseils en lien avec la respiration. Donc là, vous avez plein d'ouvrages qui existent, plein de petites techniques, même des applications de téléphone, où il faut justement oser le faire aussi. Il faut être réceptif, il faut adhérer. Mais c'est quelque chose qui peut bien fonctionner et qui peut être utilisé à tout moment. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez aussi des petites choses qui sont plus en lien avec de l'auto-coaching, j'ai envie de vous dire, parce que ça, c'est des choses qui sont importantes, où on peut effectivement se prendre la tête sur soi ou sur les autres, mais que concrètement, on peut aussi trouver les clés en soi-même, mais c'est surtout la partie je me valorise. Donc, c'est un petit peu faire le point sur vos points forts, vos zones de vulnérabilité, et puis de vous dire que finalement, vous avez plutôt tendance à voir que des faiblesses chez vous, alors que finalement, quand vous êtes avec autrui, avec votre famille, votre couple ou vos collègues même, les gens vous valorisent. Donc c'est plutôt vous qui avez tendance à plomber, entre guillemets, l'estime de vous-même. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a plein d'applications qui existent. Alors yoga, sophrologie, méditation, vous pouvez faire des séances seules, pourquoi pas des séances avec votre collègue, chez vous, enfin en tout cas dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien, en couple, pourquoi pas, ou même en famille. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Oui, Delphine, vous vouliez dire quelque chose? Juste là-dessus, un petit rappel pour tous qui est en lien aussi, c'est qu'on a effectivement des séances de yoga, donc c'est les mardis, c'est pour tout niveau, le mardi à 18h, donc là, très bon exemple ce soir à 18h. Vous avez aussi le jeudi à 18h sur les parties plus yoga avancé, puis on a ce que je disais dans le chat, la méditation le jeudi midi. Et comme c'est disponible en live ou replay, vous pouvez même vous refaire des sessions qui vous ont fait du bien en fonction de votre humeur du jour. Je vais rebondir sur la dernière phrase de Delphine, c'est oser vous faire du bien. Ça peut paraître un peu fou cette phrase, mais on a quand même tendance à la fois à s'auto-dévaloriser, mais aussi à se maltraiter. Alors j'ose dire le mot maltraitance, parce que on prend pas soin de soi, de son corps, de sa psyché. On est toujours dans un rythme plus ou moins infernal, on se pose des exigences. On est aussi trop à l'écoute des exigences des autres. Et on n'ose pas aussi dire, oula,
Moi, je me sens pas capable de faire ça, c'est pas dans mes habilités, c'est pas dans mes compétences. Voilà, c'est des choses qu'il faut aussi à la fois oser dire non, pour prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on peut avoir du mal à faire dans sa famille, son couple, avec ses enfants aussi, et au travail. Et ça fait du bien, en règle générale, de oser dire non. Et Catherine, J'allais dire, ça pourrait être un autre sujet, apprendre à dire non. Non, je ne sais pas faire ou non, je ne le ferai pas. oui, le oser dire non, il est souvent très compliqué parce qu'on anticipe à la fois la réaction d'autrui, et puis il y a une forme aussi de si je dis non, quelle perception avoir de nous-mêmes, est-ce que ça va envoyer une vulnérabilité, est-ce que ça va... Voilà. Alors que finalement, oser dire non, souvent ça amène du dialogue, de la communication, et puis surtout ça évite aussi beaucoup d'erreurs concrètement. Et ça, c'est pas assez valorisé. C'est pour ça que l'auto-coaching, c'est aussi très important pour oser dire non sur ce qu'on se sent capable de faire, ne pas faire, en lien aussi avec vos habilités, vos compétences, et puis aussi dans certains domaines de vie, hein, où il est important de dire non. Je pense notamment aux enfants, même dans le couple, concrètement, selon les situations vécues. Et puis, alors, souvent, ce qui est recommandé, la cohérence cardiaque, alors ça, c'est pareil, hein, ce sont des choses qui sont faciles à faire et qui sont d'une durée courte et qui, tout de suite, vous avez les bénéfices corporels qui vont avoir un impact positif sur vos pensées. Alors, il y a la respiration abdominale. Après, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Moi, ce que je conseille très souvent, c'est d'essayer. De toute façon, rapidement, vous allez voir si ça a un effet sur vous positif. Il ne faut pas vous forcer à faire. Hein. Ça, c'est des conseils. Mais il ne faut vraiment pas vous forcer, il faut vraiment trouver la technique qui vous convient à vous. On entend aussi beaucoup parler de la visualisation positive, c'est-à-dire vous imaginer dans un lieu ou avoir une image apaisante, un lieu qui vous fait du bien. Très souvent, sans vous en rendre compte, vous allez fermer les yeux. Alors souvent, il faut être assis ou allongé, et très souvent, un peu mécaniquement, il y a le sourire qui arrive, il y a une forme de détente corporelle. Donc ça, c'est pareil, c'est facile à faire n'importe où. Ça peut ne pas prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment aussi très important. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi sous le profil des personnes qui veulent souvent tout maîtriser, tout contrôler, c'est aussi le besoin d'avoir raison. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être plus alors, dans le couple ou dans le milieu du travail. Ça, vous allez me dire, ah, ouais, mais quand j'ai raison, j'ai raison. Oui, c'est fort possible. Mais quelquefois, il faut aussi prendre un petit peu de recul et voir l'impact que ça peut avoir sur l'autre et sur la situation globale. Ça amènera surtout, vous, une forme de souplesse aussi dans les interactions, et puis ça vous aidera aussi à mieux relativiser les propos et les attitudes des autres. Alors ça, c'est un truc qui est un peu compliqué, surtout quand on a raison. Et on parlait des collègues tout à l'heure, ou même dans le couple, hein, et ça va mettre, souvent quand on bloque sur j'ai raison, tu as tort, et qu'on n'avance pas dans la communication, ça a toujours, la plupart du temps, des effets très négatifs. Donc ça pourrait être aussi une bonne thématique à lier avec le oser dire non, pourquoi pas, puisque ça se rejoint quand même assez. Et ça amène effectivement beaucoup de dégâts, j'ose le dire, hein, dans la communication généralisée, surtout au travail et dans le couple. Alors avec les enfants, ça peut aussi avoir, hein, ça dépend de la position d'adulte qu'on peut avoir, ça peut aussi avoir de l'impact sur vos enfants, sur votre famille, parce que c'est une position de toute puissance. Donc la position de toute puissance, c'est j'écrase les autres. On va être très clair, hein, c'est ça, la position de toute puissance. Donc peut-être, pourquoi pas, si ça vous intéresse, ça pourrait être une nouvelle thématique d'échange. Alors j'essaie de regarder un petit peu, j'ai des nouvelles choses. Alors oui, la respiration abdominale. Oui, tout à fait, l'idée. Logiquement, pour certaines personnes, ça fait beaucoup de bien. Alors après, il y a un autre point que je voulais voir avec vous, c'est arrêter de vous comparer aux autres. Ah ça n'aide pas à lâcher prise. Hein. Ça n'aide pas du tout. Ça amène beaucoup d'anxiété, ça amène de la honte, de la culpabilité sur ce que vous êtes, sur ce qu'est votre famille, votre couple, sur ce que vous êtes aussi en tant que travailleur. Voilà, donc ça, la comparaison, on est beaucoup dans une société où on a quand même cette tendance à comparer dans tous les domaines de vie. Hein. Ça, c'est quelque chose, il faut prendre un petit peu de recul sur les comparaisons, surtout dans le domaine de la parentalité, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je retrouve beaucoup en cabinet et qui amène effectivement cette volonté de perfection qui est inatteignable et qui amène beaucoup de souffrance, concrètement. Après, c'est pareil, hein, soyez le plus ouvert possible, allégez vos jugements. Bien sûr, on a tous des jugements, on a tous des stéréotypes.
Mais quelquefois, on a aussi des croyances qui vont nous faire plus de mal que de bien, surtout avec notre relation à autrui. Et puis, c'est elles aussi, quelquefois, ces croyances, ces certitudes qui vont nous bloquer dans cette volonté de maîtrise, de contrôle et de je sais tout. Et c'est ça aussi, c'est quelque chose de. C'est des mécanismes de défense qui ne sont pas du tout aidants, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est bien aussi de relativiser et oser dire je me suis trompée sur telle ou telle personne ou telle situation. Et ça vous fera du bien à vous, et puis ça améliorera aussi clairement la situation que vous vivez avec la personne que, entre guillemets, vous avez jugée. Pareil, alors là, en tant que psychologue, vous allez me dire, bah oui, je ne peux pas dire le contraire, essayez la thérapie pour vous faire du bien. Hein. Concrètement, le seul but de la thérapie, peu importe la pratique, la thérapie, ça peut être à la fois la thérapie psychologique et la thérapie corporelle. Hein. Le mieux, c'est d'allier les deux, concrètement. Ça pourra pas vous faire de mal, de toute façon. Oui, il y aura effectivement des moments peut-être un peu plus compliqués, mais l'objectif, c'est de mieux comprendre qui on est, en fonction de la manière dont on fonctionne, et ça allège aussi beaucoup de souffrance, et ça permet d'aller de l'avant, concrètement. Et puis, c'est aussi le dernier, c'est oser être vous tout le temps, 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 tout le temps. En tant que maman, enfin en tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, en tant que travailleur, peu importe votre statut hiérarchique, soyez vous-même devant la boulangerie, enfin voilà, c'est dans tout, devant la boulangerie, enfin voilà. C'est vraiment essayer d'être vous-même, c'est un truc libérateur d'être soi-même au quotidien, dans toutes les situations de vie, parce que quelquefois, moi je reçois beaucoup d'adultes en séance qui me disent j'ai pas osé faire ça, j'ai pas dit ça, et j'ai regretté, et puis j'y ai pensé toute la journée. Vous voyez, donc ça permet aussi d'alléger énormément le fait que, je vous donne un exemple un peu bateau, mais ça illustre bien, parce que je reprends l'exemple de la boulangerie, je ne sais pas pourquoi je pense à la boulangerie, mais allons-y jusqu'au bout à la boulangerie. Vous allez à la boulangerie, vous aimez une baguette pas trop cuite, et puis la boulangère vous donne une baguette trop cuite. Mais vous n'osez pas dire non madame, excusez-moi, est-ce qu'il serait possible d'avoir une baguette moins cuite? Voilà. Mais, et le fait que vous ressortiez avec votre baguette trop cuite, vous allez voir que ça va rester dans votre tête, et puis finalement vous allez et puis vous allez dire attends, je vais pas le manger, machin, pourquoi je n'ai pas dit que machin. Ça, c'est un petit exemple de la vie quotidienne, mais si déjà vous ressentez ça dans des exemples de la vie quotidienne qui sont un peu bateaux, c'est qu'il y a quand même quelque chose à travailler, concrètement. Parce que ne pas oser dire à la boulangère que vous voulez un pain pas trop cuit, c'est qu'il y a quand même des petites choses à travailler par rapport à ce que vous pensez de vous-même, à votre relation à autrui, et à la façon dont vous communiquez, et de ce que vous pensez de vous, aussi concrètement. Voilà. Après, vous avez, petit récap, allez, je synthétise. Cloisonnez vos journées, on l'a dit, vie pro, vie perso, on essaye de pas mélanger, c'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais il faut essayer au maximum de le faire. Faire des pauses, prendre soin de vous, bien sûr, pour être dans une forme de sérénité, il faut prendre soin de vous dans tous les domaines de votre vie, en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que travailleur, prendre soin de vous, vous pouvez le faire. C'est en vous écoutant au maximum, en écoutant vos priorités, en revenant à l'essentiel de ce que vous avez besoin et de ce que vous désirez aussi. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi s'autoriser à désirer certaines choses. Prendre soin de vos proches, et ou d'autrui, quelquefois aussi, ça fait beaucoup de bien. Il y a un sentiment d'utilité qui est important, concrètement. Dire non quand vous pensez non, oser dire ce que vous pensez, vivre vos émotions, même négatives. Ça, c'est important. Parce que plus on étouffe nos émotions négatives, plus on est dans une forme de maîtrise et de contrôle très illusoire, qui à un moment donné, je vous le dis comme ça, vont vous exploser un peu au visage, concrètement. Et souvent, elles vous éclaboussent, vous, ces émotions négatives, mais aussi les autres qui vous entourent, concrètement. Et puis après, pareil, c'est apprendre à relativiser tout le temps, dans tous les domaines de vie, c'est prendre du recul. C'est un petit peu comme à l'image du fameux coronavirus. Coronavirus, il est là, on ne peut pas le maîtriser, il est déstabilisant, on ne le connaît pas encore sous toutes ses facettes, mais il est là. Donc, on prend du recul, on relativise, ok, il est là, il a modifié nos vies, il y a eu pas mal de conséquences, plutôt négatives d'ailleurs, mais comment moi, cette situation, je peux en faire quelque chose de plus positif, plus valorisant, pour ma vie au quotidien, et aussi pour les autres, concrètement. Alors après, l'autre point, c'est faire confiance aux autres tout le temps. Ah oui, oui, j'ai vu les yeux de Delphine, voilà. Bah oui, mais parce que si vous ne faites pas confiance, ça implique quoi? Que tout de suite, vous êtes dans une forme de préjugé, de jugement, face à une tête, face à une coiffure, face à une attitude, qui reste très souvent sur du ponctuel, du momentané.
C'est pour ça que faire confiance, essayez de faire confiance dans l'absolu. Après, si la personne a des comportements inadaptés, chroniques, etc., là, vous avez le droit de retirer votre confiance, on est bien d'accord. Mais c'est aussi comme ça que vous allez relativiser au maximum, dire bon, bah, je lâche prise, j'y vais, je me mets en lien, en relation, je vois ce que ça donne. Après, peut-être que vous serez déçu, mais c'est pareil, la déception, la frustration, il faut pouvoir l'accepter. Accepter vos limites, on l'a dit, mais aussi celles des autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas assez pointé. Ça fait peut-être référence aux collègues très souvent, aux partenaires de vie aussi, mais aussi à vos enfants. Ça, c'est quelque chose d'important. Tourner le dos au passé d'une façon définitive, ça, très souvent, ce qui peut être très aidant, c'est la thérapie. Alors, psychologique et ou corporelle, j'insiste, parce que c'est pas si facile que ça de tourner le dos au passé d'une façon définitive. Et puis apprenez à mieux vous connaître, c'est-à-dire que la question un peu bateau, qui suis-je, sans prendre en compte tous les paramètres de ce que les autres vous disent, c'est concrètement qu'est-ce que vous ressentez dans ce que vous êtes, dans votre personnalité. Et quelquefois, vous vous conditionnez selon les situations alors que ce n'est pas vraiment la personne que vous êtes. Et ça aussi, ça peut amener quand même son lot de souffrance, concrètement. Donc on revient un petit peu sur le oser être qui on est vraiment, pour vraiment lâcher prise au quotidien. Et puis après, je vous ai mis quelques petites recommandations, comme je le fais tout le temps. Alors ceux qui aiment lire, c'est quelque chose qui peut. Alors il y a pour tous les goûts. Il y a des choses un peu plus théoriques, il y a des choses un petit peu plus comme un journal de bord. Il y a des choses un peu plus axées sur la parentalité, sur le corps. Voilà. Mais je pense que chacun peut trouver des outils justement pour alléger son stress, pour prendre du recul. Il faut juste simplement adhérer et puis y prendre aussi plaisir sur ces formes d'outils qui peuvent vous aider à lâcher prise. Parce que sans plaisir, de toute façon, il y a un effort, il y a de la frustration, de la résignation, et c'est pas comme ça qu'on est serein. Donc si votre copine, elle, la méditation, ça marche super bien, vous avez essayé, ça marche pas, c'est pas grave, vous allez trouver un truc qui vous correspond à vous, concrètement. Voilà, alors je sais pas si peut-être vous avez peut-être des retours, des questions. Ça, Delphine, dites-moi. Je remets mon micro. Est-ce qu'il y a des retours des dernières questions? Parce que là, on a bien tenu le timing, donc on a un petit peu de temps. Si certains ont des questions ou encore une fois, vous pouvez soit les poser en privé dans l'onglet questions, soit par chat. Voilà. Alors, moi, quand j'ai fait les gros yeux sur la confiance, c'est parce que souvent, à l'inverse, moi, par exemple, si je parle de moi, j'ai une personnalité à faire beaucoup confiance et puis parfois à avoir des déceptions. Donc, c'est pour ça que je me disais, c'est la première fois, j'ai l'impression que j'entends, faisons confiance à tout le monde et puis on verra bien. Oui, on verra bien. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai tout résumé, c'est on verra bien. Alors oui, après, il faudra accepter la déception, la frustration, la colère, la tristesse. Et lâcher prise sur le potentiel. Voilà, donc, mais ça fait partie de la vie, on ne peut pas exclure toutes ces émotions-là. En fait, l'adulte, souvent, c'est à cause de ça qu'il ne lâche pas prise, parce qu'il veut se protéger de certaines situations ou de certaines émotions. Alors que finalement, ça enferme plus qu'autre chose. Et quand on fait le point dans la thérapie d'adulte, très souvent, c'est de la souffrance de se mettre à distance des autres, de ne pas s'autoriser à faire ce qu'on voudrait faire, à dire ce qu'on voudrait faire dans différents domaines de vie. Et finalement, ça bloque et ça reste. Et puis après, ça se met en place sous des troubles du comportement. Alors, troubles des comportements, ça peut être une agressivité excessive, une irritabilité, ça peut être un repli excessif, ça peut être plein de choses selon le domaine de vie qui est touché concrètement. Et l'autre, pour conclure sur l'autre point que je trouve très intéressant, parce que on dit oser être vous, et c'est vrai que en fait finalement ça paraît être évident, mais c'est très difficile aussi, je trouve, de savoir qui on est soi, de sortir d'un cadre dans lequel on a été éduqué, enfin de sortir en tout cas d'avoir son propre ressenti, de sa propre personnalité, et je trouve parfois plus difficile que l'inverse. Alors oui, alors effectivement, on est tous plus ou moins conditionnés par notre éducation, notre environnement, nos choix de vie, nos statuts aussi, dans le rôle de parents, partenaire de vie, de couple, partenaire éducatif, etc. Ou même dans notre métier, concrètement. Et au travail, voilà, dans un rôle de manager, dans un rôle de... ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir au fur et à mesure. C'est la relation, en fait, qui va casser tout ça. Parce qu'on a tous des stéréotypes sur le métier de manager, de psychologue, sur le métier le monde du travail.
Et après, c'est plutôt le lien qu'on va créer avec cette personne qui va faire que finalement, tiens, cette manager, elle n'est pas comme ceci, elle n'est pas comme cela, elle est plutôt sympa, elle n'est pas trop autoritaire, quoique elle sait quand même mettre du cadre quand il faut. Voilà, après, c'est vraiment une question de relation à l'autre. Après, il faut s'autoriser à aller vers cette relation. Et ça, c'est souvent compliqué. Parce qu'il y a des peurs qui sont là et que quelquefois, dans certaines situations, on doit suivre des normes et des règles qui, justement, vont faire qu'on se conditionne. Parce qu'on ne peut pas non plus être tout le temps sur l'hypersensibilité. Si effectivement vous avez la larme facile au travail, ça peut être perçu d'une façon différente. Mais si, en tout cas, la plupart de vos collègues ont connaissance de cette gestion des émotions, que ça peut être une force, concrètement, mais il faut aussi dire qui on est. C'est pas toujours évident sur les contextes de vie. Et notamment au travail, dire on est hypersensible, tout de suite, il y a une étiquette un peu négative qui vous est collée ici, et on a du mal à en sortir. Mais sauf que ça peut être aussi une force dans plusieurs paramètres professionnels aussi. Ça y est, c'est l'appel de la fin. Voilà, oui. Ah, vous l'avez entendu, vous l'entendez. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Sinon, Aline, on va vous remercier pour votre intervention et puis surtout tous ces petits outils et trucs et astuces du quotidien. Donc, de toute façon, on vous enverra à tous le support qui vous permettra de re-regarder à tête reposée aussi les idées de livres aussi ou d'activités. Et puis, je vous remercie à tous de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt et surtout, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année puisque Aline, on risque de vous retrouver plutôt l'année prochaine. C'est ça. Bonne fête de fin d'année. Prenez bien soin de vous, de vos proches et à bientôt. À bientôt. Merci tout le monde.